Bonjour à toutes et à tous, je suis Esteban Villalon de Lavoisier Composite et avec Yves Gérand de EVA Conseil, nous allons aborder le sujet de la production de pièces composites dans le cycle de vie aéronautique. Par expérience, je sais que les questions liées à l'environnement ou au changement climatique font souvent l'objet de débats passionnés qui opposent à l'écologie des arguments économiques à court terme. À l'issue de cette présentation, vous aurez une vision plus holistique des questions environnementales et, je l'espère, une meilleure compréhension des enjeux économiques qui se dessinent pour les matériaux composites dans l'aéronautique. Avant d'être une société, Lavoisier Composite a été une idée un peu folle que Guillaume et moi-même avons eue: transformer des déchets en or. C'est une image, bien sûr, mais c'est vrai qu'associer déchets et or dans la même phrase en a interpellé plus d'un. C'est pourtant ce que nous avons réussi à faire. Dans le secteur de l'horlogerie de luxe, des montres faites avec nos matériaux sont vendues plus cher que leur version en platine. Cet exemple illustre bien que quel que soit le nom que l'on lui attribue, déchets, scrap, waste, résidus ou sous-produits, la valeur n'est souvent pas dans la matière elle-même, mais dans ce qu'elle représente. Au travers de nos expériences dans différents domaines, nous avons acquis la conviction qu'il était possible d'innover pour combiner performance mécanique et environnementale. Notre super équipe de R&D pluridisciplinaire est pleinement investie pour créer des matériaux et produits innovants à partir de sous-produits d'industries aussi variées que l'aéronautique, la maroquinerie ou la canne à sucre. Nous avons eu la chance d'être soutenus par le groupe Excel et avons établi des projets de collaboration avec Airbus et Tecalomit Aerospace pour les sociétés que l'on peut citer. J'ajouterai enfin que ces travaux nous ont déjà valu plusieurs prix et distinctions. Je te laisse la parole, Yves. Merci, bonjour à tous. Yves Gérand, je suis directeur de mission et responsable de l'activité chimie verte au sein de la société EVA. EVA est une société de conseil, une coopérative en l'occurrence, fondée en 2005 et transformée en coopérative en 2016. On est actuellement une trentaine d'associés au sein d'EVA pour 50 employés, dont 45 consultants. Notre vocation est d'accompagner les entreprises pour mesurer et améliorer la performance environnementale des produits, voire des services qu'elles proposent. Éco-concevoir de façon générale, c'est-à-dire évaluer, améliorer et formaliser une démarche pour améliorer la performance environnementale d'un produit, souvent basée sur la méthode d'analyse de cycle de vie, sur laquelle je reviendrai juste après. En la complétant avec des enjeux complémentaires du type empreinte climat, biodiversité. Et on va bien sûr jusqu'à la communication responsable, qui est souvent un enjeu important en fin d'émission. Notre vocation est également de rendre autonomes les sociétés que nous accompagnons en leur proposant des logiciels sur mesure pour leur permettre réellement de déployer elles-mêmes l'analyse de cycle de vie et l'éco-conception en toute autonomie. Et puis l'évaluation environnementale est une méthode scientifique plutôt jeune qui a besoin encore de beaucoup d'amélioration. Et en l'occurrence, on est également impliqué dans la R&D, alors pas dans la R&D au sens d'Esteban, mais vraiment dans la R&D méthodologique pour développer des nouvelles méthodes et des nouvelles connaissances dans nos métiers. Rapidement donc, une introduction à l'empreinte environnementale et à l'analyse de cycle de vie, qui est donc la méthode de référence pour l'évaluation environnementale des produits, que ce soit des biens ou des services, comme je l'ai déjà dit. Cette méthode est cadrée par les deux normes internationales ISO 14040 et 44, qui appartiennent à la grande série des normes ISO 14001 sur le management environnemental. C'est une analyse qui repose sur trois piliers principaux. Une analyse quantitative et multicritère. On va pouvoir évaluer la performance sur des indicateurs d'impact, le changement climatique, la raréfaction des ressources, la qualité de l'air et d'autres. Des indicateurs de flux, la consommation d'énergie, d'eau, par exemple.
voire des indicateurs de conception complémentaires, la masse, le contenu recyclé, qui vont être des indicateurs simples à suivre, qui traduisent souvent, à fonction égale, des bénéfices environnementaux. Une approche en cycle de vie, bien sûr, comme son nom l'indique, on va adresser l'ensemble du cycle de vie du produit depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie en passant par les phases de production, transport et d'usage. Et enfin, une approche fonctionnelle, comme je l'ai déjà rapidement évoqué. L'analyse de cycle de vie n'a de sens qu'en comparant différents produits entre eux sur la base de fonctions égales. L'objectif de tout ça, c'est d'éviter ce qu'on appelle les transferts de pollution ou les transferts d'impact, c'est-à-dire que pour un produit pour lequel on identifierait que la phase de fabrication est la phase la plus impactante, l'objectif serait de réduire cette étape de fabrication en passant par exemple à un matériau qui demande moins d'énergie pour sa mise en forme. Cette substitution de matériaux, qui permettrait effectivement de réduire les impacts liés à la fabrication, pourrait permettre par exemple de transférer les impacts à la matière première. Si cette nouvelle matière première qu'on exploite est plus rare que la précédente, on génère plus d'impact à l'étape de matière première, voire plus d'impact également à l'utilisation, par exemple, dans des cas plus précis. Parfait, merci. Alors dans l'ensemble, chaque secteur affiche une empreinte environnementale différente en fonction des matières premières, des procédés utilisés, de l'usage et des fonctions disponibles et des solutions disponibles en fin de vie. On comprend assez facilement que le profil environnemental d'une auto, d'une maison, d'un tapis ou d'un emballage seront assez différents. D'une manière générale, dans le cas des applications de mobilité, la phase d'usage est de loin la plus impactante, surtout lorsqu'elle peut atteindre plusieurs décennies. Un point commun réunit ces applications, le fait que la grande majorité des coûts et impacts totaux soient fixés lors de la phase de conception. Dans le cas du secteur aéronautique, même si des évolutions techniques sont toujours possibles, après le lancement d'un programme, les contraintes applicables et les coûts de développement associés obligent à figer la configuration dans un temps réduit durant la phase de conception. Les choix qui s'opèrent ici relèvent alors de la maturité technologique et des retours d'expérience disponibles sur la base de critères techniques tels que la performance ou le taux d'échange par rapport à la solution de base. Lorsque l'architecture d'un nouveau programme est figée, la chaîne de valeur en place prend alors le relais pour produire les ensembles et sous-ensembles en fonction des choix de matériaux et procédés décidés. L'impact de la phase de production sera alors dépendant de l'éclatement géographique des acteurs et de leur efficience. À partir de l'entrée en service, ce sont les compagnies aériennes qui prennent le relais jusqu'à la fin de l'exploitation, phase à partir de laquelle les plateformes de démantèlement vont alors procéder au démontage des pièces pouvant être réutilisées, séparer les métaux et alliages pouvant être recyclés, puis éliminer les matières pour lesquelles aucune solution de valorisation technico-économiquement favorable n'est disponible. À la différence du secteur automobile, où des contraintes de recyclabilité et de limite d'émissions de CO2 sont entrées en application depuis longtemps, le secteur aéronautique n'est pas ou peu encore contraint, mais cela risque de changer. Si on se concentre à présent sur les matériaux composites, on voit très clairement l'intérêt qu'ils peuvent avoir en termes d'allègement par rapport au métal pendant toute la phase d'utilisation. Comme l'a très bien expliqué Yves, il faut cependant éviter les transferts d'impact vers les autres phases. En amont, on voit que le recours à des préimprégnés carbone unidirectionnels plus performants et l'utilisation de procédés de fabrication automatisés ont permis ces dernières années d'améliorer considérablement le buy-to-fly. Toutefois, on voit également que la filière est fortement dépendante de matières premières non renouvelables et dont la spécificité des résidus générés, composition, densité apparente, localisation, ne permet pas une utilisation totalement efficiente. En aval, malgré les progrès réalisés ces dernières années et les nombreux travaux de R&D entrepris en France et en Europe autour de la solvolyse ou de la vapothermolyse, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que le recyclage des composites de fin de vie ne soit une activité viable.
Sur l'ensemble du cycle de vie, on comprend que les solutions doivent être anticipées dès la conception si on souhaite qu'elles bénéficient à chaque phase. Si on se concentre à présent sur la phase de production des pièces composites, malgré l'automatisation, on constate que les process en place induisent également la production de résidus de manière récurrente ou non. Dans le cas des préimprégnés thermodurcissables, on constate que les 2/3 des résidus générés le sont avant cuisson et le tiers restant est polymérisé. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur, cela peut correspondre à des aléas liés à des non-conformités, des défauts ou des problèmes de péremption. Mais cela correspond également à des chutes de production récurrentes qui découlent des choix de conception et de production qui perdureront durant toute la vie du programme. Entre la matière première et la pièce obtenue, légalement, ce flux de résidus de production peut prendre 2 statuts. Celui de déchet, car son producteur souhaite s'en défaire ou en a l'obligation, ou bien celui de produit, lorsqu'il répond aux critères applicables aux sous-produits. Dans ce cas, on est en présence d'une matière première à part entière, utilisable dans des conditions similaires pour produire de nouvelles pièces, en boucle ouverte pour d'autres applications ou en boucle fermée au sein de la même application. Considérant que les conséquences économiques et écologiques de l'inefficience d'une chaîne de valeur pèsent sur l'impact global du produit obtenu, on comprend ici tout l'intérêt d'anticiper la question du choix, mais pour quelle valorisation? Un certain nombre d'éléments sont à considérer pour qu'un sous-produit réponde aux exigences d'une application sur un marché donné. D'une part, la typologie de ce sous-produit va être déterminante. Dans quel état il est? Quel est son facteur de forme? Long, court, discontinu, continu? Est-il tracé ou non? Sous quelle forme a-t-il été conditionné ou compacté dans certains cas, malheureusement? D'autre part, les attendus de l'application sont importants. Quel est le type d'utilisation envisagé? Le besoin du marché, ses exigences en termes de qualité, les effets induits potentiellement sur la santé humaine ou sur l'environnement. Parmi les critères qui rentrent en ligne de compte vis-à-vis de la valorisation, il apparaît, d'après notre expérience, que là encore, l'anticipation et le type de boucle choisi sont déterminants. Bien évidemment, l'hétérogénéité du gisement de matière va rentrer en ligne de compte. Est-ce qu'il y a présence d'un seul et même matériau ou la présence d'éléments tels que des plis de surface, des plis de verre mélangés par exemple à du préimprégné carbone? Quel est l'état d'avancement du préimprégné lorsqu'on parle de thermodurcissable notamment? La longueur des fibres va être un élément déterminant et ainsi que ces caractéristiques sont des éléments assez déterminants. En somme, plus les boucles de valorisation seront courtes, anticipées et pertinentes vis-à-vis de la typologie du sous-produit et des besoins de l'application, plus l'approche sera efficiente. Nous allons à présent illustrer la démarche avec 2 exemples de valorisation de sous-produits composites en boucle fermée. Tout d'abord, un premier exemple qui a fait l'objet d'un développement en lien avec Airbus dans le cadre de l'accélérateur BizLab dans lequel nous avons été sélectionnés. Et il s'agit ici d'une pièce faite intégralement avec des sous-produits du même programme aéronautique, donc des préimprégnés carbone époxy, que l'on a transformé en matériaux de moulage par compression, donc que l'on appelle Carbonium Structure chez Lavoisier Composite. C'est cette preuve de concept qui a été lancée pour étudier le gain de masse par rapport à la pièce actuellement montée sur avion qui est en titane. Et il se trouve que cette pièce permet d'économiser 50% de la masse de la pièce initiale. Sur le plan environnemental, je vais laisser la parole à Yves. Merci beaucoup, Esteban. Effectivement, l'enjeu, la clé dans le domaine aéronautique, ça va être l'allègement. En fait, cette pièce qui permet de gagner 50% de la masse par rapport à la pièce en titane va permettre de réduire la consommation de carburant de l'aéronef lors de son utilisation et donc les émissions de CO2. Et en l'occurrence, le gain de masse associé va permettre d'économiser 8 tonnes de CO2
sur la vingtaine d'années d'usage de l'aéronef, on est autour d'hypothèses de 9000 rotations de 6000 km chacune. Donc pour juste cette simple pièce qui va permettre d'économiser 8 tonnes donc, de CO2. Si on traduit cette masse de CO2 en termes d'externalité réduite sur l'environnement et qu'on le traduit donc en coût, on est à 8 000 € évités sur 20 ans, sachant que le prix du carbone dont on parle là n'est pas le prix du carbone qu'on connaît actuellement, qui est statique à hauteur de 50 € la tonne, mais bien un prix projeté à l'avenir, étant donné qu'on sait bien qu'à l'avenir, le coût du carbone va exploser. On parle ici de gaz carbonique, on ne parle pas de fibre de carbone, bien sûr. Merci. Je vais passer au deuxième exemple. Donc, il s'agit d'un exemple sur lequel on est en discussion avec le groupe SKF Aerospace. Donc, c'est une pièce également aéronautique de structure primaire cette fois-ci, qui, à la différence de la précédente, on est également sur une boucle fermée, mais avec une approche hybride. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'être à 100% issu de l'avion, en fait, la pièce qui est faite avec des nappes unidirectionnelles contient les sous-produits qui ont été générés lors de la première étape, qui est la découpe des unidirectionnels. Donc, en fait, sur cette pièce, on a remplacé un remplissage qui pouvait être fait par un BMC vierge, par un BMC, un Bulk Molding Compound, qui est issu des matières premières elles-mêmes. Et en l'occurrence, donc sur ce produit, pour le coup, il y a 8 pièces telles que celles qu'on a sous les yeux par avion, là où précédemment, il y avait une seule pièce par appareil. Donc les économies de CO2 sont encore plus significatives. On économise cette fois 65 tonnes de CO2 émis lors de la phase d'usage de l'appareil. Ça représente à peu près 67 000 € sur les 20 ans de fonctionnement de l'appareil. Voilà, donc je pense qu'avec ces deux exemples, on comprend si bien qu'au-delà de l'intérêt écologique immédiat de la démarche, sur le plan des besoins en ressources non renouvelables que représentent les matières vierges utilisées, et de la réduction des déchets qui sont évités, l'efficience matière est une approche qui s'inscrit sur le long terme, puisqu'on voit bien les avantages concurrentiels qu'ils peuvent représenter pour des pièces en particulier, mais sur finalement l'ensemble des pièces sur lesquelles on peut les implémenter. Afin de conclure, voilà, donc on arrive à la conclusion, je souhaiterais mettre en perspective la période qui nous attend par rapport à la période des 30 dernières années. Depuis 1990, donc il y a 30 ans, le secteur aéronautique a connu une croissance assez continue, une croissance annuelle de l'ordre de 5 à 7% par an. Bon, l'année 2020 marque le secteur aéronautique par une crise assez historique dans son ampleur et dans sa durée. Nul ne sait ce que l'avenir nous réserve, mais ce qui est certain, c'est que les objectifs de neutralité carbone en Europe pour 2050 vont avoir des conséquences indéniables sur le secteur, des conséquences directes, bien évidemment, sur les usages, comment les évolutions sociétales vont intégrer cette problématique, l'usage de l'avion, vis-à-vis de l'augmentation des taxes qui vont arriver. Dans quelle part il va y avoir un report modal au niveau des habitudes de travail. Et on le voit en ce moment, tout le monde s'est adapté à la situation pour travailler sans se déplacer, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui avec cette conférence dématérialisée. Mais également des conséquences indirectes sur, on peut le dire, une course à l'efficience. Donc on commence à voir les signes avec des annonces très fortes, notamment d'Airbus, sur les prochaines générations d'avions, avec des nouveaux moteurs, des nouveaux carburants, et effectivement un gain de poids, puisque tout passe par ça. Donc ça va forcément passer par des choix de matériaux différents pour lesquels il y aura probablement des taux d'échange qui seront revus et des modes de production qui vont avec et qui seront beaucoup plus efficients.
Voilà, donc ce que l'on peut dire, c'est que l'aéronautique pourra répondre aux défis du changement climatique, à condition que l'ensemble de ces acteurs s'engagent vers l'éco-conception. Voilà, on est arrivé au bout de cette présentation. On vous remercie. On souhaite également remercier l'ensemble du bureau du 100P France et on est prêt pour vos questions. Merci beaucoup à tous.